c'est dans la vallée de l'Atakora, commune au nord du Togo et du Bénin, que se sont installés il y a plusieurs siècles les Batamariba, ceux qui façonnent la terre. Afin de promouvoir un tourisme respectueux des valeurs du territoire, il est fortement recommandé de se faire accompagner d'un guide pour visiter le seul site du Togo classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'ai donc fait appel à Claire pour nous dévoiler les secrets des Tatas. Ces habitants sont originaires du Burkina Faso. Et ils ont dû quitter le Burkina suite au conflit de religion. Comme c'est un peuple animiste et que l'autre peuple au Burkina est un peuple musulman. Du coup, les musulmans les imposaient leur religion. Et pour ne pas se soumettre à eux, en abandonnant leur propre coutume, ils étaient obligés de quitter le Burkina pour se réfugier au Bénin. Arrivés au Bénin, les Béninois les appelaient Somba, ce qui signifie sauvage. Pourquoi? Parce que ces derniers vivaient effectivement comme des sauvages. Puisqu'ils ne vivaient qu'à base de la cueillette, la chasse et la pêche, c'est ce qu'ils faisaient des sauvages. Et comme c'est un peuple des agriculteurs, pardon, donc ils étaient à la recherche d'espace, surtout des terres fertiles pour exploiter. C'est pour cette raison une partie de ce peuple s'est déplacé pour venir s'installer ici au Togo. Arrivés au Togo n'ayant pas d'habitat, ces derniers ne dormaient que dans les troncs d'arbres et dans les grottes. Et c'est en dormant dans ces différents endroits que l'idée est venue de construire la maison que nous voulons visiter. Et pour la construire, l'homme a besoin de l'eau, la terre, le bois sec, la paille et les fibres. C'est un travail de toute la communauté. Les jeunes garçons munis de pioches et de daba, ils essaient de creuser la terre. Et les femmes à base de leur bassine apportent de l'eau pour qu'on mouille cette terre. Et une fois mouillée, on essaie de la pétrir. Et après, seuls les maçons traditionnels qui se retirent pour faire la fondation. Donc après la fondation, on montait une couche par jour d'épaisseur de 30 cm. Et une fois terminé de construire la maison, la tâche revenait aux femmes. Elles devraient bâtiment cette maison à base de la bouse de bœuf, mais malaxée avec du sablon. Ça sert de l'imperméable pour le bâtiment. Donc après le crépissage, elles font bouillir les corses du fruit de néré pour se servir du jus qui va sortir de ces corses pour asperger sur toute la maison. Ça, c'est de la peinture traditionnelle. C'est suite à cette pierre que nos mamans écrasaient les céréales, que ce soit le mil, le sorgho, le maïs, tout ce qu'on a comme céréales. Des fois, si elles veulent finissent de piler le riz, elles veulent transformer ça en farine, elle est obligée d'écraser. Donc au fur et à mesure qu'elle écrase, lorsque les graines se concassent, il y a certaines qui sautent et elles se retrouvent par terre. Donc c'est pour cette raison que le père de famille a créé le poulailler sous. Là, quand la femme sera en train d'écraser, les graines qui se retrouvent par terre, les poules se nourrissent facilement. Ça c'est intelligent. Rien ne se perd. C'est pratique. Tout se transforme. Donc c'est ici que le père de famille vivait. Donc cet emplacement, c'est pour les chèvres, les bœufs, les moutons. À l'époque, imaginez, la maison était plus vaste que ce que vous voyez aujourd'hui. Même 10 à 15 bœufs, on pouvait les héberger ici. Dans le coin, on pouvait laisser les moutons. De l'autre côté, des chèvres. Et lorsque c'était plein dans cette maison, on amène dans l'autre tata pour que le bétail soit équilibré. Vous avez constaté qu'il y a un trou au niveau du mur. C'est par là que le père de famille jetait coup d'œil, pendant le jour surtout. Il jetait coup d'œil pour voir est-ce qu'il n'y a pas un ennemi qui arrive ou bien un animal féroce. Si tel est le cas, il sait par où faut-il attaquer l'ennemi. Les trous là, c'est pour permettre à la fumée de sortir. Et lorsque la femme était là, elle jette coup d'œil par ces trous. Si elle constate qu'il y a un ennemi qui arrive, elle fait signe à son mari qui est au deuxième niveau. Ces barres de bois lui permettent de déposer les plats pleins de déjà servis. Donc ça, je peux dire que c'est un garde-manger. Ces grands fétiches que vous voyez, lui il est là pour veiller sur les ennemis, les sorciers, les personnes de mauvaises intentions. Mais derrière ce grand fétiche, nous avons des petits fétiches qui sont représentés pour les animaux de brousse que nos grands-parents ont tués à leur époque. Ils consommaient la chair, mais il faut représenter ce gibier fétiche. Et le crâne est accroché à l'intérieur de la maison. Les deux fétiches que vous voyez, nous avons le mâle et le femelle. Ce sont ces fétiches qui protègent toute la famille. Aucun ennemi ne peut venir d'ailleurs pour faire du mal à un membre de la famille. À moins qu'il y a un
sorcier. Un dedans qui interfère, oui. Oui. De l'autre côté, ce fétiche nous sauve dans le domaine de morsure de serpent. Jusqu'à l'époque, il n'y avait pas des dispensaires et consorts. Donc, toute personne victime de morsure de serpent, on l'amenait dans la maison. Mais ça travaille jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on amène le victime, on le fait asseoir sous le fétiche. Et le guérisseur essaie de lui donner une poudre noire pour qu'il puisse résister contre le venin de serpent. Cela lui permet de courir vers la forêt pour chercher la tisane et les racines qu'il va utiliser pour bouillir et le traiter. Il faut le laver matin, midi, soir pendant 3 jours si c'est un homme, pendant 4 jours si c'est une femme. Et c'était après la guérison que les parents devraient apporter les animaux, les bêtes, et les volailles, la poisson locale pour qu'ils puissent terminer le reste des cérémonies pour remercier les ancêtres. Et il y a toujours des serpents, il y en a beaucoup de serpents, il faut faire attention. Il y en a. Donc là, jusqu'à côté du fétiche, lui, il est là pour bloquer tout ce qu'on va lancer comme mauvais sort à l'égard du malade qui est sous traitement. Par exemple, si c'est un ennemi qui l'avait envoûté, le serpent là, lui va toujours persister pour qu'il meure avec ce venin-là. La 5e partie qui est notre grande terrasse, l'endroit où nous avons nos chambres à coucher et les greniers là où nous conservons nos céréales. Donc c'est ici que vivait la femme avec les enfants. Et pendant le jour, lorsqu'elle est là, elle fait du travail où elle était en train de faire quoi que ce soit. Il suffit qu'elle arrive à jeter un coup d'œil, si elle constate qu'il y a un ennemi qui arrive, c'est par ici qu'elle fait signe à son mari. Ah ok, on parle alors. Ouais. Une fois qu'elle ouvre, le mari sait déjà qu'il y a danger. Oui, parce qu'il y a la lumière. Puisque le trou était bien large par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. Et lui, il s'apprête, il monte. La femme peut aller se cacher avec les enfants. Et lui, il monte. C'est par ce même trou qu'il va attaquer l'ennemi qui est en train de venir. Et il se positionne avec les flèches bien, la lance bien. Peut-être la femme était en train de faire de la cuisine. Il peut se servir de l'eau chaude juste pour l'effrayer. Qu'il puisse partir, laisser la liberté. C'est ce que lui voulait. Donc il se positionne, il attend. S'il arrive à le blesser, là il est sauvé. Un peu bousculée par la pluie bienfaitrice, Claire se voit obligée de chapeauter le grenier pour protéger les réserves. Nous laissons la bâtisse pour retrouver le vigoureux baobab, plusieurs fois centenaire. L'arbre tout entier joue un rôle très important dans nos coutumes. Nous utilisons les feuilles pour faire la sauce, que ce soit le sec ou bien le humide. On fait la sauce avec. C'est très riche en fer. Et le fruit, lorsqu'il est sec, on le cueille, on essaie de le casser, on enlève le pain de singe qui est à l'intérieur. Cela nous permet d'utiliser ce pain de singe pour préparer une pâte aigre chez nous. Et de la même façon, on peut piler et enlever la poudre que les bonnes femmes utilisent pour en faire du jus. Mais les graines, nous les utilisons pour préparer une sauce fermentée chez nous. De la même manière aussi qu'on peut les préparer et décortiquer. Nous avons une amande à l'intérieur de ces grains. Donc ça nous sert à préparer de la moutarde ou la sauce avec. Mais lorsqu'on avait cassé le fruit, on a enlevé le pain de singe. On regroupe ces enveloppes, dirais-je, pour brûler. Et ces cendres nous servent à conserver les céréales que nous appelons le vanjou et le haricot. À fabriquer aussi de la potasse traditionnelle et le savon traditionnel avec cette cendre. Mais la branche de l'arbre baobab, nous l'utilisons au cours des cérémonies d'interrogatoire. Par exemple, lorsqu'on perd un parent dans la famille et on veut l'interroger pour connaître la cause pour laquelle il est mort, on se sert de la branche de l'arbre baobab. Il suffit qu'on coupe une petite branche, une partie de la branche pour déposer dans un coin de la maison. C'était juste vers la soirée. Et très tôt le matin, une femme serait chargée d'invoquer l'esprit des disparus pour qu'on puisse l'interroger et connaître la cause pour laquelle il est mort. Si c'est un ennemi qui l'a envoûté, si c'est de sa propre mort, ou bien ce sont les dieux qui sont fâchés, on saura comment procéder pour demander pardon aux ancêtres.
Mais le trou, c'est ici que les prêtres coutumiers font leur retraite. À l'approche des initiations des vœux de jeunes filles et jeunes garçons, les prêtres coutumiers devaient se retirer de leur famille, venir habiter dans le tronc d'arbre. Il fallait qu'ils soient en contact avec les dieux, se purifier pendant tout un mois avant d'aller dans la forêt sacrée pour accueillir les jeunes à initier. Donc avant de rentrer, nous faisons des offrandes volontaires. Ça peut être une pièce que chacun de nous va mettre dans le pot ou bien pour tout le groupe. Conscients de l'étroite relation entre la nature et les forces spirituelles, nous sommes en droit de nous demander si la présence des touristes n'aurait pas pour conséquence de bouleverser le mode de vie des Bata Mariba. Une séance d'initiation au tir à l'arc nous permet de saisir la difficulté de l'exercice sans avoir eu à débusquer le moindre gibier. Nous poursuivons le chemin dans la vallée pour gagner le marché de Koutamakou. La pluie n'a pas effrayé les marchands. Outils agricoles, céréales, volailles, œufs de pintade. D'ailleurs, renommée pour ses valeurs nutritionnelles, la pintade, originaire de la région, a séduit un éleveur à des milliers de kilomètres d'ici, plus exactement dans le sud-ouest de la France. C'est un oiseau qui vient d'Afrique et des pays chauds, élevé ici dans les Landes. Il s'adapte très bien à notre climat. C'est un oiseau vif, curieux, mais qu'on arrive quand même à approcher un peu si on est patient. Sur le lot, il y en a 5200. Petit, il lui faut dans les 30 degrés. À partir du moment où il est dehors, avec 20 degrés, c'est suffisant. Et comme la région est tempérée, on arrive à avoir de bons résultats. Des courbes de température particulièrement surveillées pour cet oiseau habitué aux basses latitudes. Un système de régulation permet à l'éleveur d'adapter chauffage et ventilation aux besoins des pintades. Avec ce logiciel, en fait, on règle la température du bâtiment. La pintade a besoin de 32 degrés de température, donc on est obligé de mettre une régulation. Et quelquefois, il faut attendre même 8 semaines et un peu plus. Des outils informatiques protecteurs. Ils ne se substituent pas pour autant au travail de terrain de l'éleveur. Ces passages réguliers dans le bâtiment et dans le parcours lui donnent des informations essentielles sur le bien-être des animaux. En extérieur, dès qu'elles sortent, en fait, elles vont manger toute l'herbe, tout ce qui est végétaux et qui est à leur portée. Donc les feuilles de maïs, l'herbe, tout est bon. Un oiseau aussi très sensible à la qualité de son alimentation. Ici, l'éleveur donne un mélange équilibré en céréales et protéines. Les attributs extérieurs des parcours viennent complémenter leur repas. L'alimentation en fait est à base de maïs, de blé, toto soja, toto tournesol, minéraux, vitamines. Quand elles vont dehors, en fait, l'herbe, les feuilles de maïs, tout ce qui est à leur portée, ça passe sur leur bec. Un sol généreux devrait toujours offrir d'innombrables trésors à celui qui sait en estimer sa valeur.